Salut camarades, dernière petite vidéo de l'été à la fraîche avant de commencer une nouvelle grosse saison avec plein de grosses vidéos. Mais ça on en parlera à la fin de celle-ci. En attendant, j'ai bien vu que la dernière fois, vous sembliez avoir bien kiffé le fait que je parle d'anciennes sources médiévales, etc. Donc je me suis dit que j'allais récidiver. Et cette fois-ci, je vais vous parler du Tractatus de Moribus Conditionibus et Nequitia Turcorum. Admirez mon parfait latin. En français, ça donne le traité sur les mœurs, les coutumes et la perfidie des Turcs, écrit au XVe siècle par un certain Georges de Hongrie. C'est parti. Alors déjà que quand je fais une vidéo sur l'Empire ottoman et que j'explique dès le début que j'aime l'histoire ottomane et que je vais essayer de rester impartial, je me fais défoncer la gueule par les deux camps, là avec un titre pareil, il y en a qui vont vouloir m'envoyer des pavés et d'autres des corbeilles de fleurs. Mais ils vont tous les deux être déçus. Ce livre, qu'est-ce que c'est? C'est un petit traité, du coup, de 160 pages environ, écrit au XVe siècle par un moine dominicain, évidemment européen. Donc ça pourrait ressembler de près ou de loin à un ramassis de conneries racistes et fantasmées, genre « Les Turcs ont une langue fourchue, des pieds en forme de pattes de bouc et une queue en tire-bouchon ». Mais non. Enfin, pas que. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que d'un côté, l'auteur, Georges de Hongrie, qui publie en 1480-1481, soit près de 30 ans après la chute de Constantinople et à la toute fin du règne de Mehmed II, est certes un dominicain farouchement catholique, et qui écrit pour expliquer à quel point les Turcs sont l'incarnation parfaite de l'Antéchrist. Oui, parce que les mecs sont toujours dans le même trip. Vous lisez les chroniques de la première croisade à 400 piges avant, les mecs te disaient déjà que la fin du monde c'était pour le lendemain, et que grosso merdo, le sarrasin était l'incarnation de l'Antéchrist. Donc on finit par connaître la chanson. Mais lui en plus, il te fait tout le détail de son raisonnement. Il va étudier les visions de Joachim de Flore, qu'il va comparer aux Turcs, protéger son propos. Il va vous montrer par exemple comment les Turcs, certes, peuvent détruire ton corps, mais aussi ton âme. Parce que le mec part du principe que s'il y a des chrétiens qui se convertissent à l'islam de leur plein gré, sans qu'on le leur impose, c'est forcément qu'il y a des forces démoniaques derrière, évidemment. Ça ne peut pas juste être une question de libre arbitre ou une volonté d'ascension sociale. Ou même une petite comparaison des deux religions. Non, c'est des forces démoniaques. Enfin bref. Ça, c'est tout un aspect du bouquin, qui, ma foi, est un peu casse-burne, de logorée théologique à la mort moelle-nœud. Même s'il y a des passages rigolos par rapport à aujourd'hui, je pense qu'il y en a 2-3 qui s'étoufferaient en lisant un moine dominicain rigoriste encenser la vertu des femmes musulmanes par rapport aux chrétiennes dépravées. Mais bref. L'autre aspect du bouquin qui est autrement plus intéressant et qui fait la particularité de ce texte, c'est que Georges de Hongrie, quand il parle des Turcs, c'est, et c'est rare à l'époque, en connaissance de cause. En 1438, venu étudier à Siebes, en Roumanie, il a 15-16 piges et il tombe au mauvais moment, au mauvais endroit, Georges. Parce que tout à coup débarque Mourad II, ses troupes et son vassal Vlad II, le père de Vlad Siepes, et ils sont tous là pour assiéger la ville. Alors sans qu'il explique trop si on l'a embarqué de force ou si c'est son propre choix, toujours est-il que Georges se retrouve à faire partie de la poignée de zinzins qui a décidé de se barricader dans une tour et de résister. Alors que Mourad II, via Vlad II, a offert la vie sauve et des terres dans son empire à ceux qui accepteraient de se rendre et de rendre la ville. Ce qu'ils ont évidemment majoritairement accepté, faut pas déconner. Vous vous doutez bien que la résistance, c'est pas tellement le meilleur plan. Parce que du coup, les Turcs ils vont foutre le feu à la tour, ce qui va cuire les habitants qui sont dedans façon four à pain, pour citer Georges, et le reste des survivants, etc., va être embarqué comme esclave dans l'Empire ottoman. Donc Georges. Dites bonjour à Georges. Bonjour Georges. Et donc, pendant 15 ou 20 ans, il va vivre là-bas, tentant de fuir plusieurs fois, servant plusieurs maîtres, fréquentant les derviches, visitant la capitale, Édirne ou Andrinople si vous préférez, les confins d'Anatolie, etc., etc. Il décrit ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, le quotidien des Turcs, tout ça évidemment quand il ne glose pas sur la nature de l'Antéchrist. Mais ce qui est particulièrement passionnant, c'est qu'on dirait qu'il sous-entend qu'à force de captivité, il aurait fini par faire ce qu'il reproche à d'autres chrétiens. Il se serait converti, voire même il serait devenu derviche. Mais ça, il ne l'avoue jamais vraiment. Ce qui n'aurait rien de surprenant. Je rappelle qu'à ce moment-là de sa vie, il a passé autant de temps en Europe que dans l'Empire ottoman. Et pour reprendre ses propres termes, il raconte qu'un prêtre turc lui a proposé une charge dans une église, tant il connaissait bien leur liturgie. Et du coup, ça explique tout. Ça expliquerait le fait qu'on lui ait rendu sa liberté, même si lui préfère appuyer le fait que c'est grâce à la générosité de son maître qu'il le considérait comme un fils,
Et ça expliquerait aussi qu'à son retour en Europe, devenu moine, il écrive un traité pour se justifier de ses erreurs passées et pour aussi donner du courage aux chrétiens captifs chez les Turcs. Avec un message du genre « Contemplez la puissance de l'Antéchrist, il serait temps de changer un peu nos mœurs, parce que même si moi j'ai réussi, grâce à la foi, le Christ m'est apparu, etc., je suis revenu dans le droit chemin, entre guillemets évidemment, et bah mine de rien, faudrait quand même se dépêcher parce que les Turcs arrivent et vont ravager l'Europe. » Mais malgré tout ça, on sent quand même chez lui une certaine affection pour la vie qu'il a eue là-bas. Sinon, il ne parlerait pas aussi bien du mode de vie turc au XVe siècle. Après, je ne vous le cache pas, sur le papier ça vend du rêve, dans les faits j'ai préféré les mémoires d'Oussama. Je veux dire, ce bouquin là, je l'ai trouvé en librairie, j'ai flashé dessus, ça m'a paru ouf, je l'ai lu, bof. Le problème de Georges, c'est qu'il parle trop peu de lui, il décrit très bien, c'est vrai, la vie quotidienne de l'Empire ottoman au XVe siècle, mais trop peu. Et en revanche, il passe beaucoup trop de temps à nous péter les noix avec ses jacasseries eschatologiques à deux ronds. Même si celles-ci vont avoir beaucoup de succès par la suite, puisque les Turcs représentent dès lors et pour plusieurs siècles une énorme menace pour l'Europe. Donc, je vous le dis, selon moi, c'est moins bien écrit que le Kitab al-Kibar, mais après ça reste quand même très édifiant. Mais ça, je vous laisse en juger. Merci camarades d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce bouquin. Alors personnellement, moi je l'ai trouvé traduit par Joël Schnapp dans la collection Griff Famagouste, qui est assez récente et qui propose pas mal de sources, etc. Donc c'est assez cool, allez jeter un coup d'œil. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir discuter sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. M'envoyer un mail, ce que vous voulez, c'est toujours chouette. Un immense merci aux tipeurs, comme d'habitude, vous êtes les meilleurs, on est de plus en plus nombreux. Ça me permet moi d'acheter de plus en plus de bouquins et d'envisager de gagner ma vie avec, donc c'est vraiment super cool, je vous le répète. Si vous en avez l'envie, les moyens, etc., vous pouvez me faire un don donc sur Tipeee. Pour la suite, j'ai écrit 4 vidéos sur la flibuste, 2 sur François Delaunay, 2 sur Henry Morgan, et a priori je vais essayer de les tourner d'ici la fin de l'année, même si ces tournages sont un peu plus ardus parce que c'est toujours en décor, en costume, etc. Et au mois de septembre, qui plus est, je bosse à plein temps, donc ça va être un peu compliqué. Déjà là, j'ai commencé à bosser à plein temps, je tourne ce truc très très vite le matin, avant de partir au boulot. Et ensuite, je vais passer à des grands voyageurs médiévaux. Je pense que plutôt qu'en faire un, j'en ai abordé 2-3 autres d'ailleurs. Je vous laisse vous battre dans les commentaires comme vous le faites déjà, pour savoir qui ils seront. Sur ce, comme d'habitude, abonnez-vous si ça vous a plu. Si vous ne connaissiez pas, partagez autour de vous. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des vidéos à venir. Et sur ce, camarades, passez une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.